Eh ben c'est parti. Ben, bonjour tout le monde et merci d'être venu voir. Alors, c'est peut-être plus pour Next que pour ça, parce que là, est-ce que vous pensez venir voir un escroc? Tout à fait, hein. Vraiment, là, on va parler d'escroquerie et de comment faire pour gagner de l'argent très très rapidement, hein, 35 minutes. Mais vous verrez, bon, c'est quand même dans un cadre très spécifique que ça se passe, mais ça n'empêche qu'il faut absolument pas bien coder. Voilà. Donc disclaimer, hein, surtout tout ce qui va être raconté ici, ou en tout cas une grande majorité de ce que je vais raconter, n'est pas à reproduire chez vous, enfin chez vous aussi, mais chez dans votre entreprise ou chez votre client, surtout ne le faites pas, hein. Les techniques proposées ne sont sûrement pas valables dans un contexte pro, donc ça c'est très important. Donc qui suis-je? Je suis Geoffroy Bégou-Ossel, jugez mon nom de famille, hein, je m'appelle Geoffroy, vous pouvez m'appeler Jo, il n'y a pas de souci. Développeur JavaScript et intégrateur web chez Zenica. Je sais, c'est très discret, hein, ça, je ne portais pas du tout sur moi. Et donc, j'ai gagné la Code in the Dark 2022, donc la dernière édition qui a été organisée à Nantes par OCDA, qui est une autre OSN qui n'existe pas à Lyon, il me semble, mais qui est aussi à Nantes. Oui, parce qu'en fait, avant, j'étais nantais. Ça s'entend mon accent, j'imagine, mon accent du Sud. Donc, comment ça s'est passé? Pourquoi est-ce que j'ai participé à cette compétition? En fait, avant d'être développeur JavaScript, j'étais développeur WordPress et même intégrateur de maquettes parce que je viens de la pub et je viens du design. Donc, je sais des mots qui font mal à entendre, mais j'ai fait ça au moins pendant 4 ans et demi, faire des sites publicitaires. Donc, on va dire que j'ai développé une certaine expertise de l'intégration et du CSS. Mais je suis arrivé, entre-temps, j'ai fait du développement Vue.js, React, tout ça, et je suis arrivé aussi chez Zenica. Et ces deux collègues qui sont là, là on ne le voit pas trop, Yann et Jimmy, sont venus me voir, ils m'ont dit il faut absolument que tu participes à la Code in the Dark, c'est une compétition d'intégration web, c'est ta spécialité et il faut qu'on ramène le titre à la maison parce qu'on avait gagné l'édition avant le Covid. Donc il fallait ramener le titre et ils m'ont dit viens. Moi j'ai dit dans un premier temps j'ai un peu la flemme de coder en dehors du boulot, j'étais fatigué, ils m'ont dit il y a 1000 euros à gagner, j'ai fait j'arrive, il n'y a pas de souci. Et donc qu'est-ce que la Code in the Dark? À main levée, qui connaît déjà cette compétition? Ok, ça fait pas une majorité, donc ben, ça tombe bien, on va en parler. La Code in the Dark vous impose de vous mettre dans des conditions tout à fait spéciales, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver, vous, tout seul, avec du HTML et du CSS, pas de JavaScript, pas de SAS, pas de Tailwind, pas d'autocomplétion, rien. Vous, tout seul, avec un éditeur de code ultra basique. Et qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, pendant 15 ou 20 minutes, on va avoir une épreuve où on va devoir reproduire un design fixe. Quand je dis fixe, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est pas responsive, on va même pas changer la taille ni rien, et c'est même pas interactif. C'est un design, un screenshot, il va falloir le reproduire en HTML, CSS. Voilà ce que c'est. Mais comment ça se passe? Et pourquoi est-ce que ça se complique? C'est qu'en fait, on n'a aucune visualisation du résultat à aucun moment. On a juste notre HTML, notre CSS, on ne verra jamais le résultat avant la fin. Dans un éditeur de code vraiment nul. On va le voir juste après, je vais montrer pourquoi est-ce qu'il est vraiment nul. Imaginez un petit note... Non, c'est même pire que Notepad. Imaginez juste un bloc-notes dans l'idée. Il y a du public, on est au milieu de gens, et il y a de la musique. Donc déjà, on n'est pas dans les conditions comme si on était chez nous, derrière son écran, dans son meilleur fauteuil. Non, non, ça se passe pas comme ça. Et surtout, pas de deuxième chance. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu le résultat, bah, c'est trop tard, c'est fini. Et le public il va évaluer qui a le meilleur résultat. J'ai des petites vidéos qui démontrent un peu l'ambiance à l'intérieur. On voit absolument rien. Je vais passer à... Parce que là, on voit pas... Ouais, non, on voit pas. Mais j'ai une autre vidéo où on verra peut-être un peu mieux. Bon, là, on a les développeurs au milieu. On a le public autour. Il y a de la musique, hein, c'est fort. On a nos écrans qui sont connectés directement sur... Enfin, des écrans qui sont connectés à notre ordinateur. Et on a un DJ qui est là, qui met sa meilleure musique avec un gros timer. Voilà, voilà comment ça se passe. Donc autant vous dire que c'est un peu stressant quand même si on y va que pour le fun, qu'ils servent de la bière, qu'il y a tout ça. Il n'empêche, il y a 1000 euros à gagner, c'est un peu stressant, mais par contre c'est top, hein. C'est gratuit pour participer, ça vaut le coup d'essayer. Quand je vous disais qu'il y avait un éditeur pas dingue, il y a une version démo en ligne. Hop, je vais agrandir tout ça. Il y a une version démo en ligne où tout le monde peut y accéder pour s'entraîner. Moi, c'est ce que j'avais fait d'ailleurs, justement. Juste avant j'avais pris un quart d'heure et je m'étais entraîné là-dessus. Voilà à quoi ça ressemble. On a juste cette page-là. On rentre son nom. Là, j'ai mis Jeffrey. Voilà, c'est mon nom sur les internets.
Et là, on voit, il y a un petit 1 et ça clignote en haut à gauche. Et donc, en fait, comment ça se passe? En fait, ça, c'est l'éditeur. On va taper là-dedans. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas dingue du tout? C'est qu'en fait, si jamais je veux faire div et tabulation, non, non, ça fait div et tabulation, hein, ça fait juste ça. Si jamais je mets div, on a quand même, vous verrez, une petite aide. Là, je vais fermer la collade. Hop, ça ferme quand même la div. Petit bonus, petit bonus. Mais si j'avais fait dev à la place, oh ben il aurait fermé dev, il n'y a pas de souci. Hein. Et est-ce qu'il y a une seule erreur? Non, non, il n'y a pas d'erreur, c'est pas souligné. Il s'en fiche complètement, on peut faire absolument ce qu'on veut. Et surtout, si on veut faire du style, qu'est-ce qui se passe? En fait, là, c'est exactement comme si on était dans un fichier index.html. Donc en fait, si on veut faire du style, en fait, on va juste taper notre meilleure balise style et il faut tout taper dedans. Pour l'anecdote, un des participants au premier tour a tapé son style directement dans l'HTML, sauf que il s'en rendait pas compte, il a oublié qu'il fallait mettre une balise style. Et en fait, à la fin, screenshot, il y a juste son code CSS qui s'est écrit sur la page. Dommage, autant il était très bon, on ne saura jamais. Et pareil pour l'autocomplétion, quand je vous disais que c'était vraiment nul, c'est que même là, bon, vous verrez, là, il y a une petite autocomplétion aussi. Là, si je fais entrer, paf, il vient fermer le bracket, c'est quand même vachement bien. Mais si je voulais marquer background comme ça, là, vraiment mal, 8, voilà, comme ça, il s'en fiche, hein, pas d'erreur. Hein. Il y a vraiment aucune erreur. Donc, c'est vraiment au développeur de faire gaffe à tout ce qu'il fait, de bien se relire, de prendre le temps de faire des choses à la fois sales et à la fois propres pour réussir à s'en sortir. Et donc, dans cet éditeur, qu'est-ce qu'on a? On a ici, on voit des points de combo. En fait, quand je tape, là voilà, je tape, ça fait monter les points de combo. Au plus on monte, au plus l'éditeur il décide aussi. Là, le code in the dark qui est derrière, il va commencer à rebondir, les couleurs elles vont un peu changer. Ça, c'est pour ajouter un peu de fun. Ça descend tout seul après. Et oui, pour l'anecdote aussi, il y a plein de gens, moi, ils s'étaient amassés devant mon écran, je savais pas pourquoi, parce que de toute façon, ils peuvent pas savoir exactement ce que je fais, et c'est juste parce qu'en fait, mes points de combo étaient montés très haut, et donc ça bougeait dans tous les sens. Moi, j'étais très 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 focus à ce moment-là, donc je m'en rendais pas compte, mais ça faisait marrer les gens de voir mon éditeur qui bougeait un peu dans tous les sens. Et donc oui, qu'est-ce qu'on a aussi dans cet éditeur? Eh bien, on a le design qu'on doit reproduire. Donc il faut cliquer dessus pour le voir. Voilà, c'est le seul aperçu qu'on peut avoir. Le conseil que je peux donner déjà, c'est n'hésitez pas à trouver le lien dans l'inspecteur et à l'ouvrir dans un autre onglet. Ça peut, moi j'ai gagné un peu de temps comme ça. Mais voilà, on a le design et il va falloir reproduire ce design en 15 ou 20 minutes. Là, c'est un design un peu compliqué. Hein. Sur la version démo, je ne vais pas le cacher. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? On a une petite partie instruction où à l'intérieur, généralement, les organisateurs vont rentrer les liens vers les assets. On ne peut pas les deviner à l'avance. Hein. Là, vers les images. Ici, ils sont gentils, ils ont indiqué les tailles en pixels des images. Et on pourrait aussi avoir les codes couleurs, par exemple, ou les polices. Voilà ce qu'on pourrait avoir. Mais on va devoir se débrouiller juste avec une image, quelques instructions, et c'est parti, un timer, du bruit, et il faut le faire. Et à la fin, une fois qu'on a fini, on clique sur Finish, et terminé, on attend le vote du public. Voilà pour l'éditeur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, il est extrêmement bon, je vous conseille de faire tout un site avec ça. Ça peut être pas mal. Donc ça, c'est pour vous montrer, moi, donc le concours pour lequel j'ai participé, il y a eu en gros 2 premiers rounds où sont sélectionnés les 5 meilleurs de chaque. On était en fait 10 à chaque round. Les 5 meilleurs sont sélectionnés et après il y a une finale à 10 aussi. Donc moi, mon premier tour, c'était ça. Il fallait qu'on reproduise ce visuel-là. Pas compliqué, mais que 15 minutes pour le faire. Et vous avez vu dans quelles conditions il faut le faire. C'est pas évident. Et pour vous montrer le résultat que j'ai eu, voilà. C'était plutôt honnête. Donc je suis arrivé en finale, mais on peut voir que déjà il y a des petits trucs qui ont disparu. Ici, là, je sais pas si vous voyez ma souris ici. Là, il y a une petite icône, un petit bouton icône. Bon, moi, je sais pas pourquoi cette icône a disparu. Est-ce que j'ai sûrement mal fait quelque chose quelque part? Mais sinon, dans l'ensemble, dès que j'ai vu mon résultat, je me suis dit, bon, je pense que ça va passer. Et c'est passé. Et arrivé en finale, là, 20 minutes pour reproduire ça. Là, d'un seul coup, pas évident. Vous allez voir le résultat. Même si j'ai gagné, le résultat est perfectible. Mais j'étais quand même content et j'ai vite compris que j'avais gagné quand on voit tous les résultats de tout le monde à la fin en même temps. Voilà le résultat que j'ai eu. On va dire que c'est plutôt... Donc perfectible, mais j'étais plutôt content. Et là, c'est l'heure des conseils de pro. Le top 10 des meilleurs conseils pour être bon à Candy in the Dark. Donc si jamais un jour vous voulez participer, n'hésitez pas, c'est pour vous. Et surtout comme ça, vous pourrez gagner peut-être contre moi un jour, on ne sait pas. Ça c'est l'ego, ça c'est le melon. Numéro 1, partir sur de bonnes bases.
je ne sais pas si vous y avez pensé, mais en fait, vous êtes dans un fichier index.html sans rien. Donc en fait, vous n'avez même pas de reset CSS. Et ça, parfois, on oublie, parce qu'on a pris l'habitude maintenant, depuis des années, à faire du CSS avec des resets déjà tout préparés, avec peut-être Tailwind ou des frameworks, des bootstraps, des trucs comme ça. Là, non, là, on n'a absolument rien. Donc déjà, partir avec un petit reset CSS qui annule les paddings, les margins, tout ça, ça peut être pas mal. Donc ça, c'est mon conseil. C'est grâce au test que j'avais fait, ou quand je me suis entraîné vite fait un quart d'heure avant, je me suis dit, tiens, avoir ce petit reset CSS, ça pourrait être pas mal. Donc c'est juste, on réinitialise tout. Toutes les margines, tous les paddings, on met tout en box sizing border box. Pour ceux qui ne savent pas exactement à quoi ça sert, on en parlera un peu plus tard. Et bien sûr, on pense à mettre une font family à sans serif, parce que généralement, les designs sont faits avec des polices sans serif, et de base de navigateur, mais des polices serif. Donc ça peut être un peu dégueulasse déjà à l'œil, sachant que les gens qui votent, on ne sait pas si ce sont des gens techniques ou pas, hein. Ça peut être des amis d'amis qui sont venus, on ne sait pas qui va venir. Et on initialise un peu la font size et tout, on s'assure. Ceinture bretelle, on commence à mettre des choses un peu pratiques. Numéro 2, on analyse le design. Ça paraît basique quand on fait de l'intégration, mais il faut réussir à avoir l'œil quand même pour voir un peu ce qui se passe sur le design, pour gagner du temps et réussir à faire les choses proprement. Donc, comment ça se passe? Ouais, très belle slide. On part d'une vision layout, donc vraiment le gabarit vraiment de ce qu'on voit sur la page, et on va vers le détail après. Au final, le détail, quand on voit le design, c'est pas vraiment ce que les gens voient. De toute façon, ils voient ça sur un écran, un peu comme vous là, et ils voient un peu ce qu'il y a en gros. Donc, il faut sensiblement que ça ressemble de loin. Le niveau de détail n'est pas hyper important. Donc ça, je m'inspirais un peu de ce qui est dit par un blogueur qui s'appelle Ahmad Shadid, je pense que ça se prononce comme ça, dans un article qui s'appelle Thinking Like a Front-End Developer, où il parle des lunettes qu'on peut mettre quand on est intégrateur web. C'est-à-dire, on voit un design, on met nos lunettes, et d'un seul coup, tac, vision rayon X, qu'est-ce qu'on voit? Et donc là, il montre un exemple de design un peu basique, et il dit, dommage, on ne voit pas très très bien là avec le contraste, mais il colorise là en bleu les différents blocs qu'on pourrait voir, et il les nomme un peu, Full With Ether, Centered Content, voilà, ce genre de choses. Eh bien nous, on va prendre un exemple, peut-être que vous connaissez ce site, le site de Lyon.js. Comment ça se passerait si on mettait nos lunettes d'intégrateur? Eh bien dans l'idée, déjà de base, on a deux gros blocs. On ne s'embête pas ici à se dire que ici on a une bannière, ici on a un titre avec du contenu. Non, non, on s'en fiche. Là, tout ce qu'il y a là-dedans, on va dire que c'est un seul gros bloc parce qu'il a la même largeur. Donc déjà, on ne s'embête pas pour centrer plein de contenus différents. On va venir centrer ce gros contenu, et en haut, on va dire que c'est un header peut-être qui a 100% de largeur. Bon, c'est un screenshot. Là, à la base, c'est pas 100% de largeur, mais au pire, on a un header qui a sa largeur à lui. Donc, deux gros blocs. Et ensuite, on vient parler des détails à l'intérieur. Donc là, pour le header, par exemple, logo, menu, réseaux sociaux. Et pour le contenu, là, on se dit, bah, tiens, on aura un gros bloc ici qu'on va appeler peut-être bannière. Ici, on a un titre, on s'en fiche, nous, on ne veut pas faire du code propre. Donc, ici, c'est un titre, on peut le laisser tout seul. On ne va pas le mettre dans un bloc avec le reste. Et là, ici, on viendrait intégrer le contenu. Donc voilà, on y va étape par étape. On essaye de structurer le contenu tel qu'on le voit. Ensuite, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est avoir une bonne compréhension du box model. Ça, c'est une connaissance hyper basique en CSS, mais je sais que beaucoup de développeurs ne l'ont pas. Et là, pour le coup, j'ai mis connaissance la plus basique, mais sûrement la plus utile. Je vais vous raconter plein de choses qu'il ne faut pas prendre en compte dans le milieu pro. Autant ça, voilà, si vous le connaissez très bien, c'est vraiment pratique. Donc là, j'ai pris la première page web de l'histoire. Tim Berners-Lee, en 91, quand il a créé le site, son premier site, c'était ça. Et déjà, de base, il y avait différents tags HTML. Ici, j'ai montré l'exemple d'un balise paragraphe et d'une balise A. Déjà, c'est important de savoir que un paragraphe, c'est un bloc, et une balise A, c'est un élément inline. Donc déjà, bien savoir ça dans sa tête, c'est pratique. Là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais déjà, séparer les spans, les A et tout ça, et tout ce qui est paragraphe, div. Déjà, si vous avez bien compris ce que c'est qu'un bloc, un élément inline, ça peut être pratique. Inline, c'est juste pour venir coloriser et mettre un peu en avant un élément qui est dans une ligne, inline. Et donc, qu'est-ce que le box sizing? Ici, je vous ai mis un petit exercice mental. Nous avons un bloc. Imaginons c'est une div qui fait 200 pixels de largeur. Là, la hauteur, ici, on s'en fiche un peu. 200 pixels de largeur avec un padding horizontal de 10 pixels à gauche, 10 pixels à droite, une margin de 50 pixels à gauche, 50 pixels à droite, et une bordure de 2 pixels. Là, de tête, comme ça, à votre avis, de base pour le navigateur, cette boîte-là va faire quelle taille? 200.
Bonne réponse. On a déjà un spécialiste, mais ça peut ne pas paraître évident que de base pour le navigateur, ça fait 224 pixels et pas 200, même si on a mis largeur 200. On va faire la petite démo au cas où. Tac. Donc j'ai remis exactement le style qu'on avait. Donc on a notre bloc avec 200 pixels de largeur. Et là, si je regarde via l'inspecteur, tac, et que je passe la souris, on voit bien ici, bon, c'est un peu petit, mais on voit bien que ça fait 224 pixels de largeur. Et pourquoi est-ce que tout à l'heure dans le reset CSS, j'avais mis un petit box sizing border box? C'est parce qu'en fait, c'est lui notre petit utilitaire qui va nous dire que si dès le début, on a émis box sizing border box, et bien si on a une largeur de 200 pixels, qu'est-ce qu'elle va faire notre boîte? De base, elle va toujours se comporter comme ça. Elle va considérer qu'elle fait tout le temps 200 pixels, peu importe le padding, peu importe la bordure. Voilà à quoi ça sert en fait de bien comprendre le box model. C'est que déjà, si on a décidé de mesurer des choses en pixels pour ce style-là, si on a une compréhension comme ça, déjà on sait à peu près quelle taille nos éléments ils vont faire. Et si jamais vous vous posez des questions sur le box model, il y a un truc qui est plutôt bien fait dans dans les inspecteurs web. Tac, si je clique, là on voit qu'avec mon box sizing, ici il a réussi à calculer que la taille du contenu, ça faisait 176 pixels. Parce qu'en fait il a enlevé le padding et il a enlevé la bordure. Donc voilà. Voilà pour le box sizing. N'hésitez pas si c'est pas clair, je peux revenir dessus. Donc voilà, pour résumer, c'était juste que de base, le navigateur met la largeur, il ajoute le padding, il ajoute la bordure. Et grâce à notre petit box sizing border box, on est sûr que notre largeur sera bien la taille de notre largeur, de notre width. Ensuite, le genre de conseil voilà, qu'il ne faut pas prendre en compte, dans le milieu pro, on oublie le DOM propre. Vraiment, c'est juste un screenshot qu'on aura à la fin. Donc, on aime les divs et on aime les spans pour les tags inline. On met des divs partout. On met des divs partout, mais quand je vous dis partout, c'est qu'en fait, imaginons si on avait besoin de faire un bouton. Et bien en fait, ça c'est le style de base qu'il y a dans le navigateur pour un bouton. Si on met pas de reset CSS ni rien, ça c'est dans Chrome. Je l'ai pris dans Chrome ce style-là. De base, il a tout ce style-là. Pour un input, il a tout ce style-là. Donc en fait, si on n'est pas habitué à tout le temps faire des resets CSS, on peut oublier qu'il y a ça. Et donc on peut avoir des surprises à la fin de notre résultat parce qu'on oublie qu'en fait le navigateur rajoute des choses. Et donc, quand on ne veut pas s'embêter, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre site et on va se dire que quand c'est un titre, on fait une div. Quand c'est un texte, on va faire une div. Quand c'est un bouton, on va faire une div aussi. On s'en fiche. On met vraiment des divs de partout. Et par exemple, là, j'ai mis à peu près le CSS. Oublions l'icône, on s'en fiche un peu de ce détail-là. Mais s'il y avait juste besoin de faire un bouton écrit rejoindre le meetup en jaune avec un petit contour, avec un radius ici, le style, ce serait juste ça. Et ça marcherait très bien. Visuellement, ce serait très bien. Et vous n'avez pas eu à faire aucun reset en fait. Juste avec un peu de style, vous avez votre bouton visuellement qui fonctionne. Ensuite, donc on a oublié le HTML propre, maintenant on oublie le CSS propre. Alors, on n'oublie pas tout le CSS propre, mais comme j'ai dit tout à l'heure, la maquette n'est pas interactive et n'est même pas responsive. Donc on oublie le responsive, on oublie les unités relatives, à part si on est vraiment confiant et qu'on sait que sur le parent on a mis une police de 16 pixels et après on veut faire des multiples nous-mêmes dans les enfants. Si on est sûr, on peut le faire, mais sinon on met tout en pixels. Je l'ai mis, on réhabilite le pixel. On en met partout, on en met un maximum, comme ça on s'assure. Une fois qu'on a mis la taille en pixels, on est sûr qu'elle sera exactement comme on le veut. Ensuite, ça c'est pour vous y retrouver. Donc vous avez vu tout à l'heure qu'on peut vite, l'éditeur n'a pas d'autocomplétion et n'affiche pas d'erreur, n'affiche rien. Donc il faut que nous, ce soit pratique pour nous de réussir à nous relire, de savoir qu'on est bien dans la bonne div, de savoir qu'on est bien en train de styliser les bonnes choses. Eh bien, on va essayer d'utiliser des tags, des classes ou des ID. Pareil, on réhabilite les ID en HTML pour facilement se relire et savoir se situer où est-ce qu'on en est dans notre style. Donc pour ça, par exemple, là j'ai proposé, c'est une proposition. Je ne sais pas si en temps réel j'aurais fait ça exactement, mais quand je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'utilise que des divs, ce qui est bien, c'est que maintenant en HTML, on a quand même des tags aussi spécifiques comme header, section, article. Vous avez le droit d'utiliser ça parce qu'au fond, c'est que des divs. Ils n'ont aucun style particulier dessus. Mais vu qu'ici c'est un header, je sais qu'en mettant header avec un ID header, moi dans le CSS comme ça, à partir du moment où j'aurais mis header, même si j'ai oublié le dièse pour l'ID, au pire c'est pas grave, ça reste le header. Et ensuite on fait pas du BEM propre, hein, on s'en fiche. Hein. On met header-logo, header-menu. Le but c'est de, quand on relit le CSS, de facilement savoir sur quoi on est. Et pourquoi ici, je crois que c'est comme ça que j'avais fait exactement quand j'avais codé en direct, je mettais un ID sur les blocs parents
pour me dire ça c'est le bloc parent, et ensuite je mettais que des classes à l'intérieur, comme ça je savais que les classes c'était que des éléments enfants. Et voilà, et sur les gros blocs parents je mettais des ID. Mais ça c'est très personnel, c'était pour m'en sortir moi-même, mais c'est pas mal d'avoir sa propre structure dans sa tête pour situer son contenu. Ensuite, ça c'est un truc que vous pourrez garder dans le milieu pro, ordonner vos lignes CSS, pareil c'est pour la relecture. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que ça arrive très souvent dans un contexte pro d'arriver sur du CSS comme ça. Alors aujourd'hui, il y a quand même qu'on s'appelle du post CSS qui peut venir changer tout seul l'ordre des lignes. Ça peut être pratique, mais là, vous n'avez pas tout ça. Donc en fait, c'est à vous de bien ordonner. Et là, je trouve que c'est un peu compliqué parce que là, on se rend compte qu'on est dans un display flex, mais on voit que la ligne item, s'il est au-dessus. Bon, là, j'ai fait un peu n'importe quoi, hein, mais je pense que vous avez déjà eu tous ce cas de ligne CSS un peu mal rangée. Le petit clash que je peux passer, c'est que les gens qui font du Tailwind, sûrement que ça vous parle parce que voilà, c'est illisible. Mais donc, pourquoi est-ce qu'on veut pas ça? C'est parce qu'en fait, si vous voulez vous relire, là c'est trop compliqué, on se mélange. Alors qu'en fait, si vous rangez vos lignes CSS un peu par catégorie, ici j'ai mis la catégorie box model où on met tout ce qui est display, position, les tailles. Ensuite, on peut mettre toutes les fontes ensemble et ensuite on peut mettre tout ce qui est visuel ensemble. Et bien la relecture, elle est hyper simplifiée. C'est très simple de comprendre. Si jamais j'ai envie de vérifier si j'ai bien mis ma bordure, eh ben moi je le sais de moi-même que ça va être en bas du CSS. Donc ça c'est un conseil que je vous donne aussi pour le milieu pro parce que lire du CSS bien rangé, c'est quand même très agréable et on évite ça évite de faire n'importe quoi. Conseil numéro 8, évitez d'utiliser des propriétés complexes. Par complexe, ce que j'entends, c'est des trucs que vous ne pensez pas maîtriser. C'est que là, vous l'avez vu dans le cas de la maquette, je ne sais plus si, voilà, si je montre juste après. Ici, de base, on pourrait se dire on fait un grid. Mais moi, l'année dernière, grid, j'aime bien, mais je me disais, mince, je suis pas sûr de moi. Je suis pas sûr de moi sur comment faire 3 lignes de 3 colonnes, alors que c'est. Enfin, 3 lignes et 3 colonnes. Parce qu'en fait, j'ai l'habitude de le faire, et surtout, c'est le navigateur qui vient m'auto-compléter les choses. Et là, d'un seul coup, il faut tout taper soi-même. J'ai fait, oh, je sais plus exactement comment c'est. Par contre, je maîtrise vraiment bien le flex. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai fait 3 divs conteneurs avec 3 images à l'intérieur et j'ai fait du flex à l'intérieur. On s'en fiche du DOM, on s'en fiche. Donc là, au moins, j'assurais mes arrières. Et en vrai, juste pour la petite démo, en grid, c'est beaucoup plus efficace, hein. Donc là, si je mets grid hors flex, si j'avais fait ici un display grid et un grid template columns, donc c'est ça en fait qu'il faut faire. Bon là, pareil, il n'y a pas emmet dans leur éditeur, mais il m'aurait suffi de faire tac avec un petit gap on va mettre 20 pixels. Hop, et ça aurait très bien marché. En grid, en vrai, si vous maîtrisez l'écriture du grid de template columns, allez-y. Mais moi, j'étais pas sûr de moi. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vraiment fait le gros flemmard. J'ai fait ça. Tac. Et j'ai fait mon meilleur display flex. Ici, en précisant bien qu'ici, je veux flex un là. Hop. Ici, un margin bottom 20 pixels, hein. Voilà, en gros, ce que j'avais dû faire. Donc en flex, en fait, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut. Mais c'est que j'étais très, 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 très habitué au flex, donc j'ai fait ça comme ça. Mais je vous conseille quand même le grid, mais assurez vos arrières parce que sinon, c'est vraiment, ça peut être vraiment très compliqué. Et surtout, le cas où je me suis dit, je préfère ne pas le faire plutôt que de faire n'importe quoi, c'est un gradient. Je sais pas si vous le voyez bien ici, il y a un petit dégradé là. Et il me restait un peu de temps pour la finale et je me suis dit, bon, je peux le faire parce que je pense savoir comment on fait un background d'image avec linear gradient, j'avais tout tapé, et à la fin je me suis dit, autant ça va faire un gros bloc violet bien dégueulasse, si je perds à cause de ça, je vais m'en vouloir, j'ai préféré le virer, et après j'ai testé chez moi, et en fait bah, c'était bon, mais bon, voilà. Quand on n'est pas sûr, parce qu'on a souvent ces genres de trucs où on tape dans Google comment faire dégrader, voilà, et on copie-colle, voilà, c'est ce genre de trucs là. Conseil numéro 9, évitez les absolutes et les fixes. Ça c'est pareil, franchement dans le milieu pro, à part si il y a vraiment un cas bien spécifique, généralement vous n'avez pas trop besoin d'absolutes et de fixes. Mais je sais qu'il y a beaucoup de développeurs, surtout les développeurs back, qui aiment bien positionner un absolute, je ne sais pas pourquoi. Donc là, dans cette maquette-là, il n'y avait que 2 cas où j'ai eu besoin de l'absolute. Voilà, c'est juste pour faire une petite bordure qui ne fait pas tout à fait la taille, là ici, de la vignette, et ici pour positionner la durée. Mais dans l'idée, si je l'avais pas mis sur le résultat final, je pense pas que c'est ça qui m'aurait pas fait gagner. Donc ça, c'est vraiment de l'ordre du détail. Donc voilà, ces éléments-là, c'est pas très important. Et enfin, ça, c'est des petits tips voilà, qui ont valeur
Seulement, même dans le milieu pro, je pense que ça peut vous être utile. C'est utiliser les outils système et de votre navigateur. Il y en a deux qui sont utiles. C'est que si jamais vous pensez que dans les instructions, il n'y a pas assez de code couleur, ben vous vous embêtez pas. Vous allez dans votre éditeur là, et vous trouvez quelque part un endroit où il y a un background color, ou tiens, je vais zoomer, un background color ou color. Et ici, il y a une petite pipette. Tac. Et voilà, vous passez la souris sur la couleur qui vous intéresse, vous chopez le code exa, ça peut être pas mal. Et l'autre truc qui est très utile, je sais pas trop ce que ça va rendre ici, mais là je suis sur Mac, mais je sais que ça existe aussi sur Microsoft et sur Linux. Hein. C'est qu'en fait, dès qu'on prend l'outil screenshot, là j'ai fait mon commande H4, et j'ai l'outil screenshot qui est apparu, et en fait ce qui est cool, c'est que quand je sélectionne une zone, on voit en bas à droite là, du curseur, c'est la taille de la zone en fait qu'on a ici. D'abord la largeur, ensuite la hauteur. Donc si vous voulez mesurer n'importe quoi, hein, ici je veux mesurer ce bouton pour savoir à peu près quelle taille il fait. Tac, la hauteur que j'ai là c'est 40, voilà, 50 pixels à peu près. Voilà, ça c'est des trucs, ça m'arrive souvent quand j'intègre des pages encore aujourd'hui de mesurer à peu près à la volée, surtout pour les espaces. Quand j'ai besoin de savoir, tiens, si j'ai pas la maquette Figma sur moi, tiens, je veux ici la largeur, voilà, j'ai à peu près un espace de 16 pixels. Voilà. Ça c'est plutôt pratique. Donc voilà, ça c'était pour mon dixième conseil. Mon but, c'est de vous faire gagner, de gagner le maximum d'argent en un minimum de temps, et surtout que vous ayez le loisir un jour de faire ça, c'est-à-dire de soulever un chèque à carton. C'est le rêve de beaucoup de gens. C'était un de mes rêves aussi, de soulever un chèque en carton comme ça. À la fin, j'ai essayé de négocier, de ramener le chèque en carton chez moi. Ils m'ont dit soit tu gardes le chèque, soit tu prends les 1 000 euros. J'ai pas trop hésité longtemps. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas eu de problème pour ça. Hop. Et en tout cas, ben, merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que c'est assez gros. Il y a des questions? Ouais. Et du coup, tu as le droit d'ouvrir la console pour coder, parce que c'est un peu de la triche, parce qu'il y a de l'autocomplétion dans la console. J'y avais même pas pensé. Donc, du coup, J'y avais même pas pensé, mais en vrai, ouais, t'es libre à peu près de tout. La seule contrainte qu'il y a, c'est au début, il passe voir chaque développeur et il te demande de faire un CTRL-V, un coller, pour voir si t'as pas copié un bout de code qui peut t'aider. Mais oui, c'est vrai que tu pourrais coder dans l'inspecteur, copier-coller. ouais. J'y avais pas pensé. J'y avais pas pensé, mais en fait, tu as le droit à peu près tout. Tu as même le droit d'aller sur Google si tu veux pour poser des questions à Google. Mais en fait, il y a le temps. Il y a le temps qui défile et il me semble qu'en fait, c'est plus à l'organisateur de définir quelles sont les contraintes. Ok. Mais ça, aller dans la console pour coder, je pense qu'il n'y a pas de souci. Hein. D'accord. J'ai une toute petite question. En parlant des DevTools, t'as pas accès à la partie console de DevTools. Parce que il y a une API sur Chrome Firefox, tu prends ton élément, tu fais copier, capture screenshot, ça, tu télécharges une image ça casse le jeu complet, quoi. Tu pourrais faire ça. Mais après, Ouais. là, c'est l'application. Je sais pas ce qu'elle fait exactement à la fin. Mais... Ben non, mais elle te fait un rendu avec le navigateur. Tu peux capturer un sous-morceau de ton DOM. Quoi? Non, mais pour voir, pour debug, toi. Mais c'est technique vraiment dur, hein, mais ça se fait, tu vois. Bah après, Ça il casse y a le le principe jeu du aussi. Il y a le in the jeu dark. et il vérifie quand même que tu sois pas. Faut quand même avoir Ouais. fait de l'HTML, CSS. Quoi. Si tu n'en as pas fait. Ah, Non, merde. non, mais non, tu t'écris ton HTML, CSS, mais dans ton navigateur de ton éditeur, tu fais capture screenshot de D'accord. ton DOM. Tu peux faire un truc horrible. Mais oui, la triche est interdite qu'au casino, les amis. Question? Oh, Merci. T'as pas le droit à ton éditeur, mais est-ce que t'as le droit à ton ordi quand même? Ah, moi, je t'ai venu avec mon ordinateur. Ok, ok. En fait, chacun vient avec le sien. Ouais. D'ailleurs, oui, c'est indiqué comme ça. Mais t'as pas le droit d'aller dans ton VS Code ou dans ton WebStorm. T'es obligé d'être sur le site. En fait, vu que ton ordinateur est branché à un écran, les gens voient ce que tu es en train de faire. Et j'imagine, moi j'ai pas trop fait gaffe, mais j'imagine qu'il y avait quand même des gens, enfin du jury qui devaient faire le tour et vérifier quand même que, bon,
Il n'y avait pas de dinguerie qui était en train de se passer. Et du coup, ils organisent ça tous les ans Enfin, En fait, il avait organisé une première année en 2019. Après, il y a eu le Covid. En 2021, ils l'ont pas fait parce que je pense que c'était un peu la fin du Covid et tout ça. Donc, c'était la deuxième édition à Nantes. Mais sinon, ils l'organisaient déjà depuis quelques années à Montréal aussi. Parce que CDA a une antenne à Montréal. Là-bas, c'est 3 000 $ de gain. Je me suis dit, cette année, si j'apprends, là, ils n'ont pas encore publié les dates de leur édition canadienne. Je me suis dit, au pire, je vais faire des vacances à Montréal. Je ramène mon ordi et il se trouve qu'un soir, il y a la compète. Ben, au pire, je vais me faire rembourser mon voyage, hein, ça peut être pas mal. très intéressant. Est-ce qu'il y a encore des questions ou est-ce que c'est bon? Et bien évidemment, vous en doutez, on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas encore eu à Lyon, donc on s'est dit on allait faire une édition lyonnaise avec le Lyon JS. Il y aura 10 000 € à gagner. C'est pas vrai. On ne sait même pas s'il y aura de l'argent, mais on fera un event meet-up comme on fait pour les meet-up jusqu'à maintenant. Le nombre de places pour les participants seront limitées donc aux premiers qui vont s'inscrire. Et après, les autres inscriptions, ça sera pour venir participer à la soirée comme certains l'ont fait dans la vidéo que Geoffroy a montré. Donc, si vous voulez venir défier d'autres personnes sur vos qualités en CSS, n'hésitez pas et vous aurez peut-être même la chance de défier un ancien champion. Eh bien, merci. Merci.